Bonjour à toutes et à tous, je suis Cécile Lombardi et vous écoutez Perspective, le podcast qui explore le médium photographique. Qu'elle soit plasticienne, documentaire, de mode, de paysage ou encore de portrait, la photographie en dit long sur nos sociétés contemporaines et la façon dont nous les représentons. Toutes les 2 semaines, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui se consacrent au médium et de découvrir leurs interprétations esthétiques et sémantiques de l'art photographique. Aujourd'hui, je rencontre Clémence Losfeld, photographe française née en 1991. Sa pratique photographique relève de ce que l'on appelle la photographie de presse et la photographie sociale. Elle a immortalisé des événements comme des manifestations à Paris, mais a aussi mené des projets plus personnels au plus long cours dans des maisons de retraite ou des usines de textiles. Par un regard incisif et plein d'humanité, elle entre dans l'intimité de ses sujets et met en image l'être humain dans tous ses états. Ensemble, nous allons parler de sa profession de photojournaliste, de ses projets personnels et de son approche du médium. Bonjour Clémence, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien. Quel est ton état d'esprit à l'heure actuelle ? Qu'est-ce que t'attends de cette année 2021 ? Bah, franchement, ça va. J'ai pas mal de choses, sur le feu, mais bon, voilà, un peu comme tout le monde, j'aimerais que la situation, due au Covid, entrave un peu moins mes projets. J'ai comme l'impression que depuis mars dernier, le temps s'étire et tout est au ralenti, mais bon, voilà, quoi. Pas le choix, faut avancer et voilà, je navigue à vue. Bah écoute, on va commencer. Peut-être que tu peux commencer par nous expliquer ton parcours et ton travail. Alors mon parcours, en fait, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été assez curieuse, de l'autre et voilà, j'ai toujours créé des choses, probablement au début, voilà, par ennui. Vers mes 13 ans, j'ai commencé à écrire des textes courts que j'aurais aimé être des textes de chansons, mais je savais pas chanter. Alors ensuite, j'ai touché à la technique du collage, car je savais pas dessiner. Puis plus tard, à l'âge de 17 ans, à la photographie, car je pensais pas être capable de peindre. Donc au final, j'ai toujours, en gros, trouvé des subterfuges pour pallier mes pseudo-incapacités qui sont au final, voilà, devenues, des passions et puis la photographie, mon métier. À mes 18 ans, j'envisageais pas encore, la photo comme un métier, même si je la pratiquais, quotidiennement. Donc je suis entrée dans une école de théâtre, ça l'a pas fait, voilà, l'expérience n'a pas été, elle m'a pas convaincue et l'année d'après, je suis rentrée en fac de sociologie afin de préparer un concours pour une école de journalisme et c'est à ce moment-là que la photographie a vraiment pris de plus en plus de place et voilà, c'est là que j'ai compris que je voulais en faire mon métier. Je suis rentrée, dans une école photo à Paris. Pourquoi, à un moment donné, tu t'es dit c'est la photo et pas autre chose ? Pourquoi la photo? Je sais pas, je pense qu'il y avait quelque chose, de beaucoup plus, ouais, inné que l'écriture ou d'autres, médiums, artistiques, ça s'est un peu imposé à moi au final. Ça s'est imposé à moi, c'était vraiment naturel. Et plus précisément, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton approche de la photographie ? C'est dur de pas dire des choses, bateau, enfin que la photo, voilà, c'est le fait de pouvoir montrer sa propre vision, des choses et du monde, qui nous entoure. Mais en fait, c'est vrai, moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est de pouvoir montrer, l'indicible ou ce qu'on voit plus par habitude, par accoutumance. Ouais, c'est réinventer l'existence, d'assouvir ma curiosité, aller à l'encontre de l'autre aussi. Enfin ouais, en somme, c'est vraiment, de rendre la vie, plus excitante, enfin de lui donner un sens. Je vois aussi la photo comme une vraie sorte d'écriture visuelle. Je reviens à l'écriture, voilà, en disant ça, mais c'est comme si on écrivait un peu un poème à l'image et c'est d'ailleurs vrai, quoi. Chaque photographe, comme chaque écrivain, a sa manière, son style de rendre compte, du monde, voilà, à sa manière. Est-ce que tu as des inspirations, des artistes qui influencent ton travail ? Justement, je me suis toujours demandé s'il vaut mieux être très cultivé pour créer ou à l'inverse, est-ce qu'un esprit plus ou moins vierge, procure à l'imaginaire plus de liberté? Je me suis toujours posé cette question parce que quand j'ai commencé la photo vers mes 17 ans, 18 ans, j'avais vraiment aucune culture de la photo, quoi. Je faisais juste de la photo, et je sais pas, j'avais l'impression que ça m'apportait une sorte, d'audace insouciante. Enfin, je me comparais pas, juste, je faisais de manière spontanée sans me poser trop de questions. Puis bon, bah, évidemment par la suite, voilà, j'ai regardé un peu le travail, d'autres photographes, c'est toujours intéressant, ça nourrit l'esprit, artistique et critique, mais puis bon, rester seul avec soi-même, ça a ses limites aussi. Je dirais pas que j'ai un artiste ou des artistes en particulier. Je pense que
que c'est plein de domaines artistiques qui m'inspirent, que ce soit la musique, la danse, la peinture, la littérature. Comme tout le monde, mon vécu, mes expériences. Il y a vraiment un photographe dont j'ai retenu les images, c'est Anders Peterson. C'est un photographe suédois des années 60 qui shoot en noir et blanc de manière très contrastée, des photos prises sur le vif de personnes au quotidien. Et chez lui, ouais, j'aime particulièrement son approche frontale, limite brutale, mais paradoxalement ultra bienveillante. Et je sais pas, on a l'impression que chaque photo est comme une déchirure. Il y a quelque chose de très intense que je trouve intéressant. Mais surtout, Anders Peterson se sert vraiment de la photographie pour se frayer un chemin dans la vie, dans sa vie et dans la vie des autres. Et les questions qui l'obsèdent, c'est vraiment qui suis-je et qui sont-ils. Et c'est en ça que je me sens proche de son travail et de sa démarche artistique. Il apprend vraiment à se connaître avec et à travers les autres. Et je pense que c'est aussi ça la photo, aller vers l'autre, donner de soi et échanger. Alors justement, ta photographie est une photographie sociale au sens d'une photographie d'investigation et de communication autour de problèmes sociaux, une photographie donc engagée. Est-ce que tu te considères comme une photographe militante? Je pense que la photographie sociale a énormément évolué ces dernières années, donc je dirais plutôt que je pratique une photographie humaniste, dans le sens où l'humain est au centre de mes préoccupations. Après, oui, il y a des sujets et des causes qui me tiennent particulièrement à cœur, mais de là à parler de militantisme, je sais pas. En tout cas, je pense être engagée et toujours honnête dans mon rapport avec le sujet photographié au sens large. Voilà, des sujets m'intéressent et je vais en parler. Certains paraissent probablement plus engagés que d'autres, mais en effet, parce que c'est des sujets sociétaux, mais mon but premier, c'est pas toujours de dénoncer en tant que tel. Parce que je sais pas, dénoncer, ça peut parfois paraître un peu, ouais, radical. Je préfère donner du matériau à l'autre pour qu'il se fasse son avis, tout en l'aiguillant. Et enfin, ouais, c'est un peu ambigu, on n'est jamais tellement neutre. On reviendra sur ce sujet un peu plus tard, mais je voudrais d'abord parler avec toi d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois. Je voulais profiter de ta présence pour avoir ton point de vue en tant que principal intéressé finalement. La fin d'année 2020 a été marquée par la proposition de loi controversée sur la sécurité globale. Au cœur de toutes les tensions, on retrouvait l'article 24 qui prévoyait de pénaliser la diffusion de l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un policier ou d'un gendarme en intervention lorsque celle-ci aurait pour but de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique. Alors de nombreux défenseurs des libertés publiques, des journalistes et des dizaines de milliers de manifestants se sont mobilisés contre cet article portant atteinte à la liberté d'informer. Et devant ce tollé général, l'exécutif a annoncé le 30 novembre dernier que l'article allait être entièrement réécrit. J'imagine que tu as un avis très catégorique sur ce sujet. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que ça t'a fait craindre, à la fois pour ton travail et pour l'état de droit en général? Oui, je pense que j'ai un peu le même avis que mes confrères et consoeurs. Je pense, du coup, je vais être assez brève. Je pense que cette loi, elle est assez inutile, car en fait, sur le terrain, les policiers, ils s'octroient déjà le droit d'entraver notre travail et parce qu'il existe déjà un dispositif prévu par la loi pour prévenir la diffusion d'images qui portent atteinte à l'intégrité des personnes dont font partie, voilà, les policiers, ils sont protégés par ça, quoi. Pour ma part, moi, j'en conclus que c'est une sorte d'intimidation qui s'inscrit dans un mouvement global d'entrave aux libertés fondamentales. Alors après cette question très politique, on se recentre sur le sujet photographique sans toutefois s'éloigner de la couverture des événements sociaux. Lorsque tu pars couvrir des manifestations, quel objectif as-tu en tête? Tu en as un peu parlé, mais est-ce que tu cherches à retranscrire les faits de la façon la plus objective possible ou au contraire de les «romantiser» entre guillemets, de les passer sous le prisme de ta propre subjectivité et de tes propres opinions? Bah, ça dépend si on est en commande ou pas, déjà, parce qu'en commande, on a des objectifs plus ou moins précis à remplir, une ligne éditoriale à respecter un minimum. Mais en soi, je crois pas à la pure objectivité. Il y a de la subjectivité dans tout ce qu'on fait, ça c'est sûr. Mais lorsque je vais couvrir une manifestation pour mon propre compte, bah, je sais pas exactement ce qui va se passer et ce que je vais avoir envie de montrer ou pas. Enfin, ouais, le plus souvent, je m'adapte sur le moment. Je cherche quel point de vue adopter de manière assez instinctive et ouais, je pense que parfois, quand on met l'intellect en veille, au final, la réalité, elle est mieux retranscrite, ou du moins, elle est retranscrite d'une manière nouvelle et spéciale. Donc oui, quoi qu'il arrive, les photos sont prises par mon propre prisme et après de là à ce qu'on découvre mes opinions, je sais pas. C'est pas ce que j'essaie de retranscrire en tout cas, mais que ce soit en manif ou ailleurs, ouais, j'essaie toujours de montrer les choses un peu différemment qu'à l'habitué. Et est-ce que ton esthétique ou la façon de couvrir un sujet, a évolué au fil des années? Oui, je pense un peu. Ça, on grandit, on évolue,
notre regard change, enfin, c'est ce qui fait, voilà, la richesse, de chacun, quoi. Mais oui, ça a changé parce qu'au début, je photographiais beaucoup en noir et blanc. Je voyais vraiment littéralement tout en noir et blanc avec un appareil photo à la main. Puis, ça s'est estompé. Aujourd'hui, je photographie majoritairement en couleur. Après, mon approche en tant que photojournaliste, je pense qu'elle a pas tellement changé, par contre. Je fonctionne toujours, plutôt de la même manière avec mes sujets, avec l'humain. Je suis vachement dans la proximité avec, des cadrages le plus souvent assez serrés. Je suis peut-être un peu moins frontale qu'avant. Je m'assagis avec l'âge, mais je fonctionne, ouais, plutôt de la même manière. Parfois, il m'arrive de préparer, longuement certains sujets, sachant à l'avance, ce que je veux montrer et dire, et parfois, à l'inverse, il m'arrive d'être vraiment plus instinctive. Ouais, ma démarche se clarifie, vraiment au fur et à mesure, et le sens que je veux donner à mon reportage, devient évident au bout d'un moment. Je quitte le domaine de la photographie de presse pour que l'on parle de tes projets plus personnels. Celui qui m'a le plus touché s'appelle Battre en retraite. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Alors, Battre en retraite, c'est un reportage, que j'ai fait dans les maisons de retraite. C'est une de mes toutes premières séries de reportages, qui a d'ailleurs, reçu le prix du photoreportage étudiant, Paris Match en 2016. Et à l'époque, j'étais bien consciente que que le sujet des maisons de retraite, avait été maintes et maintes fois, photographié. Mais je connaissais, personne dans ce genre d'établissement, et je voulais vraiment me forger ma propre, opinion, ma propre vision de ce monde en huis clos. Et surtout, je voulais, savoir ce que ressentaient ces résidents qui clairement, voilà, attendent, la mort. Donc pendant plus d'1 an, j'ai visité, plusieurs maisons de retraite. J'ai découvert une multitude de profils, et de sensibilités différentes. C'était assez incroyable, d'un point de vue humain. Et c'est pour ça que vraiment je voulais pas tomber dans le pathos ou, à l'inverse, rendre risibles, certaines situations. Donc je me suis vraiment concentrée à capter ce que ces personnes âgées acceptaient de me livrer, dans une, totale confiance. Voilà, ce vraiment un vrai échange, une discussion, et cette série, ce reportage au final, ça a vraiment été un élément déclencheur dans ma carrière, d'un point de vue personnel. Ça m'a vraiment confirmé que photographe était le métier qu'il me fallait. Alors sur ton site internet, ton travail est souvent accompagné de poèmes, mais aussi de textes introductifs rédigés par tes soins qui contextualisent les images et leur signifié. Si tu veux bien, justement, je voudrais lire un petit extrait du texte lié à ton projet Battre en retraite. Plus de repères, seulement de longs couloirs et des murs jaunes ou bleus qui quadrillent le quotidien. Dans ce contexte, la photo prend alors tout son sens, capter des êtres en fin de course, où le temps qui passe se fige dans l'immortalité de l'attente. Je le sais, l'écrit occupe une place très importante dans ta vie. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus et nous raconter comment tu appréhendes cette relation entre le texte et l'image photographique? Oui, comme je l'ai dit auparavant, l'écriture a été mon premier médium pour m'exprimer, donc ça reste assez ancré en moi. Après, je suis assez partisane, du fait qu'une bonne photo, doit parler d'elle-même, et qu'un long texte explicatif, n'est pas toujours nécessaire. Après, lorsqu'il est pas juste informatif, qu'il apporte quelque chose, qui dialogue avec les images, ouais, oui, pourquoi pas. Mais, je pense pas qu'il faille se limiter, dans le mélange des médiums, dans le dialogue, entre les différents arts, qu'on souhaite utiliser. Faut pas se restreindre, surtout que parfois, hein, la photo a aussi ses limites, et on a envie d'en dire plus autrement. Moi, je fais ça via l'écriture. Pour d'autres, ça peut être autre chose, de la musique, des enregistrements sonores ou autre. Et pourtant, bizarrement, paradoxalement, j'ai énormément de mal à donner des titres à mes photos, par exemple. Vous savez, les titres vraiment individuels, pour chaque photo. Ça, j'ai extrêmement du mal, et pourtant c'est quand même un exercice, voilà, d'écriture. Mais j'ai l'impression d'enfermer l'image, si je donne un titre, ou du moins, empêcher la personne de se projeter dans ce qu'elle veut voir, ou ce qu'elle veut comprendre, dans la photo. Tu photographies souvent des personnes que l'on pourrait dire en marge de la société. Je pense aux personnes âgées, mais aussi à cette femme Sandrine. Raconte-nous un peu ce projet. Alors, Sandrine, c'est le sujet de ma série MSA. MSA, c'est ses initiales, Marie Sandrine Arantes, tatouées sur le dos de sa main. MSA, voilà, c'est une personne, que j'ai connue, lorsqu'elle avait 35 ans, mais elle semble, enfin elle semblait, et elle semble sans âge. Sandrine, c'est un vrai personnage, c'est vraiment une personne hors cadre, personne qu'on remarque, et je pense d'ailleurs que pas mal de Parisiens l'ont déjà croisée. Avant, elle se baladait à Ménilmontant. Maintenant, je crois qu'elle zone un peu plus vers Bastille. Sandrine, ouais, fait partie de ces drôles de personnages que beaucoup de quartiers, abritent.
Elle passe pas inaperçue, les gens la connaissent, mais bon, façon de parler, parce qu'au final, justement, personne ne cherche vraiment à la connaître. Parce que je pense qu'elle fait peur. Elle est tatouée sur le visage, elle a de nombreux piercings, elle porte des kilos de cadenas autour du cou et des hanches, par exemple. Et ça peut faire peur, je le comprends. Mais moi, à l'inverse, ça m'interpelle et ça me touche. Et je veux comprendre et voir ce qu'il y a derrière et donner la parole à ce genre de personnes, voilà, en marge et qui sont oubliées. Et le moment où on a discuté ensemble, Sandrine et moi, la première fois où on s'est parlé, dès qu'elle a su que j'étais photographe, elle arrêtait pas de me dire: «Je veux qu'on me voie, je veux être connue, je veux être reconnue, prends-moi en photo». Et voilà, elle a pris la photo à bras le corps comme outil lui permettant d'exister autrement. Donc, du coup, vous vous êtes engagées toutes les 2 dans un projet à moyen terme où tu as un peu documenté sa vie? C'est ça, j'ai passé 2 mois à vivre son quotidien. C'était pas toujours facile parce que Sandrine, elle venait de sortir de Sainte-Anne, elle fait un peu des allers-retours entre Sainte-Anne, la prison, elle est vraiment malade psychiatriquement parlant. Elle est confinée dans son monde, qu'elle a accepté de m'ouvrir parce qu'elle m'a fait confiance immédiatement. Parfois, ça me surprend d'ailleurs parce que ce genre de personnes me font confiance et se livrent quasiment immédiatement. Je sais pas, je dois peut-être dégager quelque chose qui les rassure. En tout cas, je les écoute et je les écoute et je les montre. Ces travaux rappellent ceux de photographes célèbres comme Diane Arbus, qui était surnommée la photographe des freaks, ou Ed van der Elsken, qui voyait dans le fait de photographier des personnes marginalisées une véritable expérience existentielle. Est-ce que c'est comme ça que tu le perçois aussi? Et pourquoi il est important pour toi de rendre visibles ces personnes hors cadre, au-delà de ta curiosité? Qu'est-ce qui te donne envie d'aller vers eux et de les immortaliser? Je pense à Lisette Model, quand j'entends ça un peu plus. D'ailleurs, Lisette Model qui a été le modèle, sans mauvais jeu de mots, enfin le maître de Diane Arbus. Et elle disait que l'appareil photo est un instrument de détection. Il se contente pas de montrer ce que nous connaissons déjà, mais explore également de nouvelles facettes d'un monde en constante mutation. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. En fait, la photographie a ça de génial, c'est qu'elle permet de montrer l'extraordinaire, dans le sens le plus littéral du terme, hein. Elle donne à voir ce qu'on voit quotidiennement sans regarder, ce qu'on refuse de voir. Donc en fait, voilà, ce genre de personnes dont on n'a pas envie de parler, mais on les croise quand même tous les jours. Et voilà, la photo, elle permet vraiment de montrer la condition humaine dans toute cette diversité. Et c'est ça qui est important, de rendre visibles les invisibles, ces personnes hors normes. Car je pense qu'elles ont des choses à dire et à nous apprendre. Au-delà de leur valeur documentaire, les photos que tu prends ont une vraie valeur esthétique. Est-ce qu'il est important pour toi de faire du beau? Je pense pas rechercher le beau en soi. Après, comme tout photographe, je pense, oui, rechercher une certaine esthétique, une esthétique qui dégage quelque chose, qui est parlante et qui sert l'information qu'il y a derrière. Mais mis à part, voilà, les aspects techniques du cadrage, de la lumière, et cetera, je pense que le beau dans une photo, c'est avant tout une affaire de ressenti. Enfin, je veux dire par là qu'une belle photo, elle fait forcément réagir la personne qui la regarde, elle lui fait ressentir des émotions. Donc oui, pour moi, le beau est quelque chose qui est plus de l'ordre du sensitif, de l'émotionnel. Et ouais, le beau, selon moi, il doit pas être intellectualisé ou de manière technique. Bon, tu as en quelque sorte répondu à ma question suivante, qui est une question que j'aime poser à mes invités, bon, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui a le mérite de retranscrire en général votre perception personnelle du médium. Qu'est-ce qu'une photo réussie selon toi? Ouais, du coup, c'est un peu en partie ce que je viens de dire, mais je peux resserrer peut-être la question sur le portrait. Pour moi, un portrait réussi, c'est un portrait, oui, bon, voilà, qui dégage quelque chose. Mais pour que le portrait dégage quelque chose, il faut vraiment que le photographe et le modèle se retrouvent dans le résultat final. Pour moi, c'est vraiment un échange dans lequel le rapport de confiance me semble vraiment primordial. Et pour que la photo soit vraiment réussie, il faut pas seulement prendre en photo la personne, mais aussi la surprendre. Surprendre le modèle et lui révéler quelque chose de lui-même. Et même dans le cas d'un portrait volé, hein, si on manque de respect, s'il y a pas de bienveillance, et cetera, je pense que ça se ressentira quoi qu'il arrive dans la photo et elle manquera d'âme ou de quelque chose. On arrive bientôt à la fin de cette interview. Je voudrais te demander s'il y a une personne, un sujet ou un événement que tu rêverais de photographier. Bah, j'ai mes petites idées, j'ai des désirs précis en effet. Je travaille dessus pour les réaliser. Après oui, voilà, toute commande photo sont bonnes à prendre. Je m'intéresse vraiment à tout, je suis tout terrain, je suis prête à tout. Mais bon, plus sérieusement, à l'avenir, en fait, j'aimerais travailler plus souvent avec des journalistes. J'aime bien partir en reportage en duo. Donc voilà, c'est je rêve de photographier personne en particulier, mais
de changer un peu peut-être ma manière de faire, travailler plus en duo, ça me plairait. De partir à l'étranger, par exemple? De partir à l'étranger, par exemple. Est-ce qu'il y a un projet sur lequel tu travailles actuellement ou sur lequel tu vas travailler et dont tu pourrais nous parler? Alors en ce moment, je travaille dans le monde équin sur une grosse commande. Mais ce qui m'a donné envie en parallèle de développer un projet personnel sur une clinique vétérinaire équine. Donc, je prends essentiellement des photos d'opérations chirurgicales et c'est pas un reportage vraiment pur et dur. C'est un mélange voilà de reportages artistico. Voilà, c'est un peu des photos artistiques dans le reportage. OK, et ça paraîtra l'an prochain? La grosse commande, j'ai fini dans 1 mois ou 2 et ce projet, je pense que ça va être un projet, au long terme. Donc vous verrez quand ça sera terminé. Après, voilà, je travaille, tout azimut et je suis naturellement ouverte à tout challenge, et sinon oui, l'amour des mots comme on en parlait avant, ça m'a jamais quittée et depuis 2 ans, je sévis sur Instagram sous le pseudo de la Dactylo, un compte de traits d'esprit souvent liés à l'actualité. Que j'étends au street art en faisant des pochoirs dans les rues de Paris et ailleurs. Et par exemple, j'avais écrit « Je ne pense qu'au vide qui nous sépare ». Donc là, je refais référence au vide et qui est pas mal reprise et sur les réseaux et dans la presse aussi, dernièrement dans Le Monde. Donc voilà, je fais ça aussi en parallèle de la photo. Super, bah, je joindrai le lien, sur la page, perspectivepod.cast où on pourra retrouver, tous tes travaux. D'ailleurs, tes travaux sont d'ores et déjà visibles sur la page Instagram, aux côtés des travaux de mes invités précédents. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Merci beaucoup Clémence d'avoir accepté cette interview. Bah, merci à toi. Merci aussi à vous, auditrices et auditeurs. J'espère que ce premier épisode consacré à la photographie de presse vous aura plu. Il y en aura d'autres dans un futur proche. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de noter et de partager ce podcast. Mettre 5 étoiles et me laisser un commentaire reste l'une des meilleures façons de soutenir Perspective. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À bientôt.